revoir la vidéo enregistrée. Et puis également le bulletin d'annonce des entreprises, hein, si vous souhaitez recevoir en format PDF l'ensemble des annonces qu'on a au niveau de la Chambre des métiers de l'Isère actuellement. Alors, hop. Donc les grandes étapes de la création d'entreprise. Donc, on va revoir ça en gros en 6 grandes étapes. Hein. La première, ça va être bien définir son projet d'entreprise. Ensuite, comment on peut faire pour trouver des entreprises intéressantes par rapport à son projet. Ensuite, l'étape 3, analyser en détail, ça va être la partie diagnostic. Donc, ça va être une grosse partie de la présentation, vraiment toutes les questions qu'on va se poser une fois qu'on a trouvé une entreprise pour savoir si elle correspond bien à ce que je veux et si je peux me projeter voilà, de bonne manière là-dessus. On fera un point aussi sur les principales méthodes d'évaluation, hein, comment on évalue une entreprise, et ensuite comment on va construire son projet, à la fois sur la partie commerciale, à la fois gestion financière, le choix de la forme juridique, tout ça. Hein. Et puis aussi la concrétisation, les dernières étapes d'un projet de reprise. Alors, définir son projet d'entreprise. Donc là, c'est définir chacun son objectif. Hein. Vous vous lancez dans l'aventure de la création de l'entrepreneuriat via le choix de la reprise, ou pour certains, c'est peut-être des projets de croissance externe. Donc j'ai déjà une boîte et je vais racheter une boîte existante. Donc c'est bien fixer vos objectifs. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de cette aventure, de ce projet, et quel rôle vous voyez, vous, demain? Est-ce que vous êtes sur des rôles techniciens? Est-ce que vous êtes plus sur des rôles de management? Voilà, par rapport à votre parcours aujourd'hui personnel, qu'est-ce qui vous motive dans ce projet de reprise et quel rôle vous voulez jouer demain là-dessus? Hein, donc, objectif, motivation, en mettre un lien avec vos principales contraintes. Donc, votre contrainte, ça peut être des contraintes géographiques, ça peut être des contraintes aussi d'organisation, de temps. Est-ce que je vais m'appuyer sur des salariés, au niveau commercial, tout ça. Donc, dans les contraintes, il y a aussi surtout l'aspect compétences. Hein. Quelles sont les compétences que j'ai acquises jusqu'à aujourd'hui? À la fois technique, à la fois au niveau management, au niveau commercial. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on voit souvent des profils de reconversion pro, entre guillemets, des gens qui ont des profils de commerciaux, de consultants, de tout ce qui est financier, qui souhaitent reprendre une entreprise artisanale. Du coup, l'aspect technique, est-ce que je le maîtrise ou je ne le maîtrise pas? Si je ne le maîtrise pas, ça veut dire qu'il faut que je m'appuie sur des salariés. Ou au contraire, j'ai des compétences techniques. Par contre, je suis moins bon sur les compétences administratives. Voilà, donc faire un peu le point sur ces compétences. Est-ce que je les ai toutes? Est-ce que j'ai besoin de trouver des personnes complémentaires, que ce soit des associés, des salariés? Donc ça, c'est un point important, surtout dans la recherche d'entreprises artisanales, pour illustrer tout ce qui est reconversion de cadres commerciaux, financiers, et qui ne sont pas forcément techniques. On va souvent être heurté à des entreprises où il y a besoin de technicité au niveau pour remplacer le cédant. Et du coup, ça veut dire que si on est sur des profils management et développement commercial, on va plutôt cibler des entreprises déjà avec des salariés autonomes sur lesquels on va s'appuyer. Puis si on est technique, on peut éventuellement cibler des entreprises un peu plus petites. Hein, donc ça, c'est un point important. Hein. Quelles sont mes compétences et comment je vais pouvoir gérer la future entreprise que je souhaite reprendre? On reviendra sur la partie diagnostic, sur les compétences, c'est bien identifier aussi les compétences du cédant. Hein, vous allez remplacer donc un chef d'entreprise qui part à la retraite ou qui part sur d'autres horizons, d'autres projets professionnels. Aujourd'hui, quelles sont ses compétences à lui? Qu'est-ce qu'il fait concrètement dans cette boîte? Et est-ce que vous pouvez le remplacer dans ces rôles-là? Et si vous ne pouvez pas le remplacer sur tous les rôles, est-ce qu'il y a des rôles sur lesquels vous pouvez vous appuyer sur des salariés déjà en place? Hein.
Autre contrainte importante, ça va être le montant de l'apport, effectivement, par rapport à votre, voilà, votre apport personnel, financier. Quelle taille d'entreprise vous pouvez viser. Donc là-dessus, on vous accompagne aussi tout au long des accompagnements au niveau reprise et aide au financement sur cette partie-là, pour vous aider un petit peu là-dessus, hein. Définir son apport, c'est pas et le budget surtout, c'est pas forcément facile. Souvent, on vous invite à aller voir les banques et les banques, bon, sont un petit peu réticentes pour vous donner des fourchettes, mais ça va être quelque chose d'important pour savoir sur quelle entreprise vous pouvez engager des négociations avec, si ça marche bien, si ça matche bien avec le cédant, que potentiellement on peut aller jusqu'au financement là-dessus. Donc voilà un petit peu, hein, sur voilà, quelles sont mes motivations, mes contraintes géographiques, mes compétences que j'ai, mon apport, pour essayer de clarifier un petit peu ce qu'on va rechercher, hein. Ce qui est important, ce que nous, en tant que conseiller reprise, on essaie d'identifier au niveau des repreneurs, c'est votre projet d'entreprise. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Pour essayer de voir si l'entreprise que vous avez ciblée, pour laquelle vous nous avez contacté, correspond effectivement à votre projet, hein. Là, récemment, j'avais pour une même entreprise deux profils assez similaires des consultants. Il y en a un qui a un très bon projet d'entreprise, qui sait très bien le secteur dans lequel voilà, cette entreprise était, se projeter et tout. Et puis un autre, en gros, j'ai de l'argent et je veux l'investir dans une boîte, mais qu'elle vende des bananes ou qu'elle fasse des travaux de BTP, c'est un peu la même chose. Donc nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est effectivement quel est votre projet à vous, est-ce que ça coïncide avec les futures entreprises que vous allez cibler. Donc à ce niveau-là, sur la définition de projet, on a besoin de reposer un petit peu au niveau du vocabulaire, notamment les deux grands types de reprises qui existent, parce que tout au long du conseil qu'on peut vous apporter, on a besoin de savoir si on est plutôt sur une reprise de part sociale ou sur une reprise de fonds de commerce. Donc, c'est les deux grands mécanismes de reprise. Alors, si on redéfinit tout ça, donc la reprise de fonds de commerce, hein, c'est la plus courante au niveau des entreprises artisanales. Donc, en fait, vous allez racheter à une entreprise, une société existante, en gros, ce qui sert à l'activité, hein. Donc, il y a quoi dedans? Il y a la clientèle, il y aura le matériel dont est propriétaire la société, il y a le fichier client, il y a le bail commercial quand il y a des locaux, il y a le savoir-faire, ça veut dire qu'on va reprendre les salariés qui sont en place, et puis ce que j'appelle aussi tout ce qui est la notoriété, hein. Donc la notoriété, ça va être le nom commercial, éventuellement les licences, les sites internet, les moyens de communication, voilà, hein. Donc quand on rachète un fonds de commerce, on va racheter tout ça, et on va créer sa propre forme juridique qui va racheter ces éléments-là pour vous permettre à vous de partir sur votre projet d'entreprise, hein. Alors, sur un projet de rachat de fonds de commerce, dans le prix du fonds de commerce, normalement, n'est pas compris le stock, hein. On fait un petit point d'attention parce que souvent, le stock est vendu donc juridiquement à part. Donc, c'est bien comprendre quand vous êtes en contact avec une entreprise, quand vous vend le fonds de commerce, si c'est stock compris ou pas, hein. Normalement, c'est hors stock. Donc, ça veut dire qu'il faudra prévoir aussi une négociation au niveau du prix du stock. Le deuxième mécanisme, c'est la reprise de parts sociales. Alors là, c'est quoi? C'est on rachète la forme juridique. Donc là, on parle de société, on va racheter les parts de la société, on va changer l'actionnaire et on va changer le dirigeant. Donc on rachète complètement la structure juridique. Donc, quelle est la grosse différence avec la reprise du fonds? Parce que les éléments du fonds de commerce font partie de la société, donc des parts sociales, mais on va reprendre également le stock, on va reprendre la trésorerie, et on va reprendre également aussi toutes les dettes en cours, hein. Donc, quand vous rachetez les parts sociales, ça veut dire que là, vous rachetez l'intégralité de la structure juridique, dettes comprises. Ça veut dire que si un prêt bancaire en cours de remboursement par la société que vous souhaitez reprendre, quand vous rachetez les parts sociales, vous allez reprendre également le prêt bancaire et c'est vous qui allez continuer à le rembourser, hein. Donc ça, c'est une notion très importante, d'autant plus aujourd'hui dans le contexte du Covid, où vous avez éventuellement des entreprises à reprendre qui, par rapport au premier confinement, voire le deuxième confinement, qui se sont retrouvés un peu de difficultés, qui ont souscrit à des PGE,
Donc ça a bien anticipé quelles sont les aides qu'elles ont mises en place et éventuellement les avances de trésorerie qu'elles aient pu souscrire. Pour rappeler, un PGE, c'est un prêt de trésorerie que j'ai souscrit cette année et que je vais commencer à rembourser dans 1 ou 2 ans. Donc, dans vos projets de reprise, en part sociale, c'est important d'identifier ce point-là. Donc, la reprise de part sociale, ça va être un peu plus pointu au niveau juridique. Ça demande beaucoup d'accompagnement, expert comptable, avocat sur la partie diagnostic. Et ça peut arriver à ce qu'on appelle la mise en place d'une garantie de passif. Donc, c'est un petit peu un garde-fou pour éventuellement vous permettre de vous protéger sur des dettes qui viendraient après la reprise et qui en fait seraient nées avant la reprise et qu'on vous a un petit peu caché. C'est un petit peu les vices cachés. La garantie de passif, c'est vous permettre de vous protéger là-dessus. L'exemple le plus parlant, ça va être le contrôle fiscal. Après, une fois que vous avez repris l'entreprise, la première année de votre reprise, vous êtes contrôlé fiscalement. On contrôle la société. On va contrôler son passé, là où vous n'étiez pas dirigeant. Donc, la garantie de passif, ça vous permet de vous protéger contre une dette éventuellement qui viendrait de ça. Donc, bien avoir en tête ces deux mécanismes, le fonds de commerce d'un côté et le rachat des parts sociales, voilà, qui est un peu plus risqué, mais qui a des avantages aussi, parce que vous rachetez l'intériorité de la société et tous ses contrats en cours. Alors, justement, quand on a bien défini son projet, donc on sait sur quel secteur d'activité, les grands secteurs d'activité sur lesquels vous avez un peu plus de sensibilité, un peu plus d'expérience et sur lesquels vous souhaitez aller. Les situations géographiques, effectivement, par rapport à votre lieu d'habitation. Est-ce que vous êtes prêt à déménager ou pas? Est-ce que vous cherchez une future entreprise avec un logement aussi? Ça, on l'a aussi pour certains commerces de proximité. Voilà. Dans les grandes lignes, l'entreprise que vous souhaitez reprendre, notamment l'effectif salarié, son type de clientèle, est-ce que vous préférez travailler du particulier avec du professionnel, tout ça. Donc, c'est définir un petit peu vraiment dans les grandes lignes l'entreprise sur laquelle vous vous projetez. Et puis, si possible, avoir son petit budget, de savoir à peu près quelle cible on peut cibler en termes de prix par rapport à son apport et les levées de prêts qu'on peut faire en complément. Je ne sais pas, Jean-Daniel, si par rapport à la cible, tu avais des choses à compléter? Non, non, je crois que c'est assez clair. Je pense que ce qu'on peut commencer à dire, c'est que c'est important d'adapter la taille de la cible, comme tu le disais à l'instant, à son apport. Et préciser peut-être que les banques demandent généralement en moyenne, et ça reste une moyenne, on en rediscutera certainement tout à l'heure, 30% d'apport par rapport au prix de la cible. Voilà, ouais, on en rediscutera. L'apport, il est variable au niveau des banques. Ça va dépendre aussi de votre parcours. Si vous êtes quelqu'un du métier et que vous êtes du secteur géographique et vous avez 15-20 ans de métier, vous maîtrisez les fournisseurs, les clients, tout l'écosystème de votre secteur, les banques seront moins gourmandes en termes d'apport que si vous êtes en reconversion, que vous ne connaissez pas le métier. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur l'apport personnel et la confiance que la banque peut avoir pour vous accorder le prêt. Pour trouver une entreprise à reprendre. Donc, dans les principaux sites qu'on peut vous proposer, le premier, ça va être Transentreprise, qui est le site commun aux chambres de commerce ou aux chambres des métiers. Donc là, vous allez retrouver l'ensemble des annonces des entreprises qu'on accompagne au niveau de la transmission. Donc, vous êtes déjà nombreux à connaître ce site-là. Donc, pour rappel, quand vous trouvez une entreprise qui vous intéresse, vous cliquez sur l'annonce, sur demande de contact, et ça va envoyer, si c'est une entreprise qui relève de la Chambre des métiers de l'Isère, ça va envoyer un mail à moi ou Jean-Daniel, et à ce moment-là, on va reprendre contact avec vous pour échanger un peu plus sur l'annonce avant de transmettre vos coordonnées téléphoniques et mails aux dirigeants. Au niveau des autres sources, vous avez d'autres sites internet. Donc voilà, je ne vais pas être exhaustif, mais pour citer quelques-uns, vous avez Session PME, vous avez aussi le FUSAC, vous avez également le Bon Coin pour tout ce qui est commerce de proximité et petits commerces
artisanales, style salon de coiffure, esthétique, boucherie, hein, où vous avez Le Bon Coin qui est une source aussi d'annonces. Banque, notaire, un petit peu moins facile d'accès, mais effectivement source également. Une grosse source aussi au niveau de... une grosse source également au niveau des... c'est emballé. Au niveau des annonces, c'est les fournisseurs. Hein, les fournisseurs professionnels sont souvent assez prescripteurs. Ils connaissent bien aussi les dirigeants, s'ils sont proches de la retraite. Voilà, donc ça peut être une bonne source aussi, les fournisseurs, pour éventuellement trouver des futures entreprises à reprendre qui ne sont pas encore sur le marché. Donc, voilà un petit peu les principaux sites qu'on peut vous conseiller au-delà de Transentreprise pour trouver d'autres projets. Juste un petit point de précision, avec Jean-Daniel, on accompagne les reprises artisanales. Ça veut dire qu'on accompagne aussi les projets de reprise, même si c'est des cédants qui ne passent pas par Transentreprise, il n'y a pas de souci. Avec Jean-Daniel, on va vous accompagner sur votre projet de reprise également. Après, on va passer au passage du diagnostic. Donc là, je te laisse prendre, Jean-Daniel. Oui, tout à fait. Donc, du coup, une fois que l'on a trouvé l'entreprise cible qui nous intéresse, on va passer au diagnostic. C'est le diagnostic et en fait, c'est l'étude précise de l'entreprise que l'on va trouver qui va nous permettre de faire une évaluation et de pouvoir négocier après avec le cédant afin de trouver un terrain d'entente et de racheter l'entreprise. Donc, le but du diagnostic, ça va être de valider l'intérêt de l'entreprise, sa valeur, de voir les points forts de l'entreprise, de voir les points faibles éventuels pour pouvoir après négocier. Et puis, si on décide de racheter l'entreprise, pour pouvoir l'améliorer, essayer de la faire progresser. Donc, on va voir sur ce point les différents points, les différents diagnostics, les différents éléments diagnostiqués dans une entreprise. On ne va pas rentrer dans le détail, mais le but du jeu aujourd'hui, c'est que vous compreniez les différentes choses qu'il va falloir regarder dans une entreprise pour étudier l'intérêt ou pas de la reprendre. Donc, il y a le diagnostic technique, on va y revenir, le diagnostic commercial, le diagnostic humain avec le chef d'entreprise et les salariés, le diagnostic juridique. Après, on va parler rapidement du diagnostic fiscal et social. Et le plus important, certainement, qui va être permis grâce au bilan du cédant, ça va être le diagnostic financier qu'on verra à la fin. C'est tous ces diagnostics-là qui vont nous permettre de valider l'intérêt de la reprise de l'entreprise et la faisabilité de cette reprise. Le diagnostic technique, on va commencer par là. Ça va concerner notamment le matériel utilisé par l'entreprise et éventuellement le matériel dont on va avoir besoin qui n'est pas actuellement dans l'entreprise et qu'on va devoir racheter en plus si on récupère l'entreprise et qu'on rachète l'entreprise. Il y a les locaux qui vont être assez importants. Dans les locaux, notamment vérifier que ces locaux soient aux normes d'accessibilité, puisqu'aujourd'hui, les locaux, en tout cas commerciaux, nécessitent l'obligation d'être aux normes d'accessibilité et de permettre notamment aux personnes handicapées de rentrer dans les locaux et qu'ils soient accessibles aux personnes handicapées. Donc, c'est important de faire une étude des locaux, de voir aussi s'ils sont vêtus, s'il faut faire un coup de rafraîchissement ou si on estime que les locaux sont nickel et qu'il n'y a pas du tout de modifications à faire qui correspondent bien aux attentes du futur chef d'entreprise. L'accessibilité, du coup, on en a parlé, et notamment pour toutes les personnes qui sont dans l'alimentaire. Quand je parle d'alimentaire, ça peut être les restaurants, ça peut être boucherie, ça peut être la boulangerie. Toutes les personnes qui sont dans l'alimentaire, vérifier que les normes d'hygiène, qui sont assez draconiennes, les normes d'hygiène sont bien respectées par le cédant et qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là, c'est-à-dire que notamment les locaux permettent de respecter la marche en avant des produits et toutes les normes qui sont liées à l'hygiène alimentaire. Donc ça, c'est le diagnostic technique. Ensuite, on va faire un diagnostic qui est un diagnostic commercial. C'est en premier lieu étudier la clientèle de l'entreprise, le nombre de clients, la fidélité notamment et leur fréquence d'achat. Faites très attention, le nombre de clients par exemple peut être très important. On a des cas où il n'y a quasiment pas de clients. Un seul client, ça m'est déjà arrivé dans le cas d'une reprise où l'entreprise ciblée, il n'y a qu'un seul client. Ça va être par exemple très risqué parce que si le client quitte l'entreprise ne faisant de la sous-traitance que pour un seul et même client,
et l'entreprise n'aura plus du tout de chiffre d'affaires, de volume d'activité. Donc, ça veut dire que le nombre de clients, plus on a des clients, quelque part, et moins c'est risqué de reprendre l'entreprise, parce qu'une entreprise qui dépendrait que de très peu de clients aurait un risque vis-à-vis de ces derniers. Donc, la clientèle que l'on va étudier, évidemment. En plus de ça, la concurrence. Quels sont mes concurrents? Où est-ce qu'ils sont situés? Est-ce qu'ils sont nombreux ou est-ce que sur le marché, on a encore de la place parce que les concurrents sont peu nombreux? Et dans un marché où la concurrence est moins nombreuse, forcément, c'est plus facile de s'immiscer et c'est plus facile de récupérer de la clientèle. Et puis, on a enfin mis en avant la question du positionnement de l'entreprise, c'est-à-dire quels sont mes prix pratiqués par l'entreprise que je cible. Est-ce qu'on est plutôt haut de gamme? Est-ce qu'on est plutôt entrée de gamme? Est-ce qu'on a une clientèle qui est plutôt... est-ce qu'on valide et est-ce qu'on a une clientèle qui attend des prix très agressifs et dans quel cas il va falloir faire attention au prix qu'on va proposer? Ou est-ce que, par exemple, on propose un service plutôt haut de gamme avec des prix un peu plus importants mais qui sont justifiés par la qualité du service? Toutes ces questions-là vont être abordées lors du diagnostic commercial pour valider et vérifier que l'entreprise est commercialement intéressante, qu'elle n'est pas dépendante de trop peu de clients et qu'il y a un intérêt important à la racheter, notamment parce que les clients seraient fidèles à l'entreprise et du coup, en rachetant l'entreprise, on s'assure de récupérer avec évidemment les clients de l'entreprise en question. Le diagnostic humain, ce qu'on veut mettre en avant dans le diagnostic humain et qui est important, c'est déjà que lorsqu'on rachète une entreprise, les contrats, par définition, sont préservés. C'est-à-dire qu'on est obligé de racheter les salariés avec, et on ne peut pas arrêter et licencier un salarié parce qu'on estime que la masse salariale était trop importante quand on a racheté l'entreprise et que ce n'était pas viable. On a souvent des problématiques, et je l'ai encore eu aujourd'hui en entretien individuel, avec des personnes qui me disent « Moi, j'ai un problème, je veux racheter l'entreprise, mais si jamais je veux me rémunérer comme je souhaite, la masse salariale va être trop importante et on ne va pas être rentable. Je sais qu'il y a trop de personnes et il faut qu'il y ait moins de personnes, donc je vais avoir besoin, en rachetant l'entreprise, de licencier une personne. » D'être dans cette situation-là, c'est extrêmement compliqué parce que juridiquement, on n'a pas le droit, on ne peut pas justifier de licencier une personne si ce n'est pour des raisons économiques ou parce qu'il y a des fautes derrière de la personne. Et c'est extrêmement compliqué de justifier un licenciement économique quand je viens de racheter une entreprise. Donc, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est qu'on a l'obligation, plus ou moins, de garder les contrats de travail et du coup garder les salariés de l'entreprise. Et du coup, il faut être certain qu'il y a une bonne ambiance entre les salariés, que les salariés soient compétents et que la masse salariale ne soit pas trop importante. Enfin, on va insister sur le lien de dépendance entreprise-dirigeant. C'est quelque chose dont les dirigeants, les cédants, des fois, ont du mal à comprendre, mais il faut bien analyser que plus la dépendance entre l'entreprise et le dirigeant est importante, et moins l'entreprise va être valorisée. Quelque part, si le gérant n'a plus besoin d'être dans l'entreprise, si l'entreprise tourne toute seule et les salariés ont été formés et se suffisent à même pour créer du volume d'activité, avoir de la rentabilité, c'est les entreprises qui sont quelque part les plus intéressantes à racheter. À côté de ça, si une entreprise est complètement dépendante de son dirigeant, on va prendre un exemple très simple, si tous les clients de l'entreprise sont des clients actuels de l'entreprise parce qu'ils connaissent, ils apprécient le dirigeant et que lorsque le dirigeant va partir et risque de partir avec lui, l'intérêt de racheter l'entreprise, on le comprend bien, est bien moins importante. Donc, il faut aussi faire une analyse et se poser la question pour tous les repreneurs à un moment donné, de se demander si la dépendance entreprise-dirigeante est importante et qu'est-ce qui va se passer demain si le dirigeant part parce que je vais racheter l'entreprise et que je vais me mettre à sa place. Est-ce que les clients vont être fidèles? Est-ce qu'ils risquent de partir aussi? Et est-ce que les salariés vont être complètement perdus et ont besoin de leur dirigeant et s'identifient complètement à lui? Ou alors, au contraire, est-ce que les salariés sont complètement autonomes et il n'y aura aucun souci au changement de dirigeant? Voilà les éléments qu'on va regarder dans le diagnostic humain. Dans le diagnostic juridique, on va évidemment regarder les différents contrats commerciaux, notamment les contrats avec les fournisseurs, les contrats avec les clients, les différents tiers de l'entreprise.
Un des contrats les plus importants que l'on peut mettre en avant, ça reste quand même le bail commercial. Enfin, le bail de manière générale quand j'ai une entreprise qui reçoit du public. Parce qu'on a différents types de baux, on a deux principaux types de baux, c'est le bail commercial et le bail précaire. Il faut faire très attention quand on a un bail commercial, généralement il n'y a pas de souci parce que la personne qui possède le fonds de commerce est protégée et en gros elle ne pourra pas être mise dehors par le propriétaire des murs. Comme ça, c'est quasiment impossible. Donc on est protégé, on sait que la boutique va rester. Là où il faut faire très attention, c'est quand un cédant a un bail précaire. Par définition, le bail précaire, il est renouvelé tous les ans et le propriétaire des murs peut mettre fin au bail. Et si jamais, et ça nous arrive, une personne veut racheter un fonds de commerce qui a un bail précaire, la question c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de racheter ce fonds de commerce avec une clientèle alors que aussi bien à la fin de l'année, le propriétaire des murs va pouvoir me dire merci, moi je veux récupérer mes locaux, donc on est obligé de déménager. Et on sait très bien qu'en cas de déménagement, il risque d'y avoir une déperdition importante de la clientèle. Donc il va falloir faire très attention au type de bail que l'on va avoir. Et puis, ce qu'on va aussi analyser, évidemment, c'est tout ce qui concerne les emprunts, les crédits bail et éventuellement les crédits bail qui concernent les véhicules ou le différent matériel. Principalement dans le diagnostic juridique, on met quand même en avant, je le répète, le bail s'il est commercial précaire parce que ça change beaucoup de choses par rapport à l'intérêt du rachat d'entreprise. Le diagnostic fiscal et social, c'est vérifier en gros quand on rachète une entreprise que l'entreprise est à jour de ses documents fiscaux, de ses documents sociaux, qu'elle ne doit rien à l'État, qu'elle a été gérée correctement derrière et qu'il n'y a pas de litige, que ce soit avec l'administration ou aussi des litiges éventuels avec les fournisseurs, c'est possible. On va dire qu'on va quand même valider dans le diagnostic que tout est fait dans les règles, que l'entreprise cédée est bien gérée et qu'elle n'est redevable ni de l'administration, ni auprès de différents tiers au niveau argent. Pour terminer, on va terminer sur le diagnostic financier. Et c'est la raison pour laquelle, de toute façon, n'importe quel repreneur qui veut travailler sur un projet de manière efficace a besoin d'avoir les 3 derniers bilans du cédant. D'accord ? De toute façon, c'est une obligation, c'est-à-dire que le cédant devra remettre, s'il veut vraiment travailler de manière appuyée avec le repreneur, ces différents bilans, de manière qu'on puisse analyser et faire un diagnostic financier de l'entreprise qu'on veut racheter. D'accord ? De manière générale, vous comprenez bien que c'est le diagnostic financier qui va, c'est principalement en tout cas sur le diagnostic financier qu'on va définir la valeur de l'entreprise, parce que plus une entreprise est rentable, plus elle permet de générer de la rentabilité, et plus elle sera intéressante à reprendre, et plus elle va être valorisée. Au contraire, une entreprise qui serait très peu rentable, qui permet des fois difficilement de rémunérer même le chef d'entreprise, parce que la rentabilité n'est pas au rendez-vous, parce que le chiffre d'affaires, le volume d'activité est trop faible, ou parce que les charges sont trop importantes, et bien à ce moment-là, vous comprenez bien que l'intérêt de racheter l'entreprise est moindre, et que du coup, ce diagnostic financier va nous faire diminuer le montant du prix de l'entreprise, que ce soit un fonds de commerce ou des parts sociales. Donc le but, c'est évidemment de manière générale de valider, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de l'actif fictif, des passifs occultes, mais le but général, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va valider la véracité des comptes quand on reprend le bilan du cédant. On valide que les comptes sont bien vérifiés, qu'il n'y a pas de souci dans les comptes, et ensuite en fonction de la rentabilité de la structure, on va analyser et on va définir un prix qui sera plus ou moins important. Dans le diagnostic financier, pour continuer sur cette partie du diagnostic, on va évaluer 2 choses quand on a un bilan. C'est ce qu'on appelle donc le bilan de l'entreprise et ce qu'on appelle son compte de résultat. Quand on analyse le bilan, en gros, ça va nous permettre d'analyser, c'est l'actif, le patrimoine de l'entreprise, c'est qu'est-ce qu'elle possède. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus son patrimoine est important, plus elle a du matériel, de l'outillage, plus ses stocks sont importants, plus sa disponibilité est importante, en tout cas dans le cadre de la reprise de parts sociales, et plus l'actif va être important et plus l'entreprise va être évidemment valorisée. Au contraire, le passif, c'est ce qui va permettre de financer l'actif, c'est tout ce qui concerne en gros les réserves et les dettes de la structure.
Si on est dans le cadre de reprise de parts sociales où on reprend à la fois l'actif et le passif, on comprend bien que plus les dettes de la structure vont être importantes, et moins l'entreprise va être valorisée, parce que comme on reprend des dettes, si les dettes sont importantes, et ben ça dévalorise forcément le montant des parts sociales. Ce n'est pas le cas du fonds de commerce, parce que pour refaire un petit topo rapide sur la différence entre un fonds de commerce et des parts sociales, dont avait parlé Alexandre tout à l'heure, quand on reprend un fonds de commerce, on reprend grosso modo que l'actif, c'est-à-dire les immobilisations corporelles et incorporelles, donc peu importe les dettes de l'entreprise qu'on reprend. Par contre, si on reprend des parts sociales, on reprend à la fois la totalité de l'actif et à la fois la totalité du passif, c'est-à-dire qu'on reprend à la fois les immobilisations corporelles, incorporelles, les stocks et les disponibilités, c'est-à-dire que l'argent qu'il y a sur le compte bancaire de la structure. Par contre, il faut faire attention parce qu'on reprend aussi les dettes, et donc c'est là où c'est important de bien faire une analyse du bilan de l'entreprise, parce que plus les dettes vont être importantes, et comme on rachète aussi les dettes, on s'engage à les rembourser, donc ça va diminuer la valeur de la structure que l'on rachète. Ça, c'était pour le côté bilan. Pour le côté maintenant compte de résultat, quand on fait une analyse financière, en gros, c'est assez simple. On reprend le chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'ensemble des ventes de l'entreprise, de la structure. On reprend l'ensemble des charges de la structure. Et on verra tout à l'heure, mais la majorité des charges de l'entreprise reprise vont être identiques, que ce soit les charges du cédant, elles reviendront au repreneur et ce sera quasiment des charges identiques. À partir de ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est d'étudier la rentabilité de l'entreprise, de la structure qui est rachetée. Est-ce qu'on a un gros volume d'activité? À ce moment-là, il y a une très bonne rentabilité et c'est très intéressant de racheter l'entreprise. Ou alors, est-ce qu'au contraire, le chiffre d'affaires est moyen, les charges sont moyennes et donc la rentabilité est moyenne? Et à ce moment-là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça va diminuer d'autant la valeur de la structure que l'on va racheter. Donc, c'est une bonne affaire pour valider et pour définir le prix de la structure que l'on va racheter. Cette partie vraiment d'évaluation, on va en parler un peu plus maintenant, je crois, avec Alexandre, qui va vous expliquer comment on l'a fait de manière générale. Voilà, donc l'évaluation de l'entreprise, une fois qu'on a récolté, en fait, on a fait tout la partie DI, ce qu'on a vu, commercial, humain, tout ça, et récupérer les 3 bilans, c'est là où vous allez pouvoir travailler avec votre expert comptable sur un petit peu la valeur de la boîte de votre point de vue et ensuite pouvoir négocier le prix avec le cédant. Alors, la valorisation d'une société, d'une entreprise, que ce soit les parts sociales ou le fonds de commerce, il y a plusieurs méthodes. Souvent, pour définir le prix d'une boîte, on va prendre plusieurs méthodes qu'on va croiser ensemble. Voilà, il y a différentes méthodes, comptables, commerciales, tout ça. Les 4 grandes approches, là, on voit qu'il y a l'approche patrimoniale. Alors, celle-là, c'est le point de vue que l'entreprise vaut son patrimoine et notamment son matériel. Donc, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée lorsqu'on sait qu'il y a un risque très fort sur la perte des clients parce qu'il y a ce qu'on appelle un institut personae au niveau du chef d'entreprise et ses clients. Ça veut dire qu'on vient à l'entreprise de M. Dupont parce que c'est M. Dupont. Et lorsqu'il aura vendu sa boîte, on ne va pas forcément suivre le repreneur. Et du coup, là, la valeur de la boîte, c'est surtout son parc matériel, véhicule, tout ça, son stock là-dessus. Donc, c'est une approche. Après, il y a les approches comparatives. Donc là, souvent, ça va être une approche sur le chiffre d'affaires. Donc là, il y a des ratios métiers. Il y a différents organismes comme Francis Lefebvre et d'autres qui éditent sur la base des ventes nationales des ratios en disant, voilà, souvent, une entreprise de tel secteur, ça se rachète sur tel pourcentage du chiffre d'affaires. Ces ratios-là sont toujours sur des échelles. On dit souvent entre 40 à 60%, par exemple, pour certains métiers. Alors, pourquoi c'est des échelles de valeur? Parce qu'en fait, ça va dépendre de la qualité de l'entreprise. Un des critères, par exemple, plus la clientèle est fidèle, plus on va être sur une valeur haute, plus la clientèle est de passage et moins fidèle, et plus on sera sur la fourchette basse. Après, on va regarder un ensemble de critères. Donc, il y a cette approche aussi en pourcentage de chiffre d'affaires.
Il y a une approche économique aussi qui, elle, est plutôt en multiplicateur de ce qu'on appelle l'EBE. Donc l'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation. C'est une information qu'on a dans le compte de résultat à travers le solde intermédiaire gestion. C'est en fait le bénéfice de l'entreprise lié à son activité pure. Hein. Donc ça, c'est des choses qu'on vous réexplique en termes d'entretien quand on fait de la lecture de bilan avec vous, hein, parce qu'on peut vous accompagner sur la lecture de bilan. On vous réexplique un petit peu ces différents ratios financiers, à quoi ils servent là-dessus. Donc notamment, il y a une méthode qui dit qu'une telle entreprise vaut X fois, 4 fois, par exemple, son EBE. Voilà, donc c'est des méthodes sur de l'approche économique. Et puis, il y a aussi la méthode ce qu'elle peut rembourser. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on attire beaucoup l'attention. Vous pouvez très bien avoir trouvé une entreprise qui est saine aujourd'hui, qui arrive à payer ses charges, qui arrive à payer son cédant. Mais par contre, elle est pile à l'équilibre après. C'est-à-dire, ça y est, j'ai payé mon cédant, j'ai payé mes salariés, j'ai payé mes charges et je suis à l'équilibre. La difficulté de reprendre ces entreprises, c'est que demain, vous, souvent, pour reprendre, vous allez passer par un prêt bancaire. Et du coup, ça veut dire que demain, l'entreprise doit à la fois payer ses charges, payer son dirigeant et aussi pouvoir être en mesure de rembourser un prêt bancaire. C'est pour ça qu'il y a cette méthode aussi de ce qu'elle peut rembourser et voilà, qui est quelque chose de très important à étudier sur vos prévisionnels financiers dont on va parler après. Hein. Donc souvent, la valo de l'entreprise, ça va être un petit peu une approche moyenne de l'ensemble de ces méthodes en fonction de qu'est-ce qui vous motive, quelle est la richesse de l'entreprise. On va privilégier plus une méthode que l'autre et c'est un petit peu une approche de cet ensemble qui va permettre d'arriver à un prix sur lequel vous allez négocier avec le dirigeant. Donc, construire son projet de reprise, c'est sa stratégie commerciale, se projeter sur les chiffres, le mode de reprise, choisir sa forme juridique. Donc, choisir la partie commerciale, ça, on a besoin de savoir un petit peu, effectivement, ce que vous allez faire de cette entreprise et quel est son contexte aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans la continuité, c'est-à-dire que ce que fait le cédant aujourd'hui, ça vous va bien et vous voyez continuer comme lui demain, ou est-ce que vous voyez plein de potentiel, des choses à développer dans cette entreprise et du coup, voilà, vous allez un petit peu changer la manière de travailler, aller chercher des nouveaux clients qu'on n'a pas encore prospectés, des nouveaux canaux de distribution. Hein, par exemple, on a certaines entreprises qui ne sont pas allées sur le numérique et on a des cédants, des repreneurs qui sont des profils voilà, avec l'intérêt sur le numérique et qui souhaitent développer, trouver des nouveaux clients sur ces biais-là. Hein. Donc, c'est vraiment se dire, voilà, vous rachetez quelque chose qui existe. Est-ce que vous restez dans la même façon de travailler ou est-ce que vous avez aussi des idées, des développements à apporter sur cette entreprise. Hein. Et puis son contexte aussi, dans quel environnement elle évolue. Est-ce qu'on est sur un environnement favorable? Est-ce que ça devient de plus en plus difficile dans ce métier-là? Là, récemment, on fait de l'accompagnement sur un projet, sur une boutique photographe. On sait qu'aujourd'hui, les banques sont très frileuses avec le développement du web sur tout ce qui est, on va dire, l'univers de la photographie, qui fait qu'aujourd'hui, les commerces de photographie, c'est un petit peu compliqué là-dessus. Donc, il faut arriver à se positionner. Dans le contexte actuel, on a aussi le Covid qui va peser énormément avec toutes les incertitudes qu'on peut avoir dans certains secteurs d'activité, tout ce qui est accueil du public éventuellement. Voilà, on est au deuxième confinement. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce qu'il y aura un autre virus prochainement qui va prendre le relais et sur lequel il y aura d'autres confinements? Comment on fait évoluer là-dessus? Par effet domino, comment ça se répercute sur moi? Parce que moi, je ne suis peut-être pas touché par le Covid indirect, mais c'est peut-être mes fournisseurs ou mes clients qui sont touchés et donc plus tard, moi aussi. Donc, c'est une donnée aussi à prendre en compte aujourd'hui. En tout cas, les banques regardent de plus en plus, quand ils étudient les dossiers, cette dimension-là. Pour accorder des prêts sur 7 ans, c'est une nouvelle donnée qui est prise en compte. Voilà, donc savoir déjà avec quel type de clientèle la société que vous reprenez travaille, et puis vous, est-ce que vous continuerez à travailler avec les particuliers? Est-ce que vous allez développer le professionnel? On a besoin un petit peu de tout ça pour construire votre projet à vous,
pour acheter l'existant. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Comment vous voulez le développer? Et ensuite, on va le traduire à travers les prospections, on va dire tout ce qui est les prévisionnels financiers. Donc, sur les prévisionnels financiers, il y a 3 principaux tableaux. Le plan de financement, le compte de résultat Alexandre, du coup, ça ne suit pas. Au niveau des diapos, tu ne suis pas. Je reprends sur le prévisionnel financier, on n'avait pas la bonne diapo. On n'avait pas le bon diapo, parce que moi Là, j'ai le bon. on est sur le prévisionnel, sur le plan de financement, compte de résultat et plan de trésorerie. Diapo 21. Là où il y a les 3, ouais. On n'y était pas dessus jusqu'à maintenant, mais ouais. Je vais faire attention. Fais défiler si ça passe pas, parce que moi je suis sur la bonne diapo. D'accord, je pense que ça passait pas. Je vais faire défiler, alors ça marche. Ouais. Voilà, donc ça, c'est les 3 principaux tableaux, et donc on va les regarder un peu plus en détail. Donc là, on va passer au plan de financement. Alors, le plan de financement, concrètement, en gros, c'est le bilan à l'instant zéro, hein. Donc, c'est quoi le but du jeu? C'est regarder combien ça va vous coûter, de quoi vous avez besoin pour reprendre, combien ça va vous coûter et comment on va le financer. Donc, dans la colonne des besoins, on va regarder ce que ça va vous coûter, de quoi vous avez besoin pour démarrer. La première thématique, quand on fait un rachat de fonds de commerce, c'est le prix du fonds de commerce. Tout de suite, une fois que vous avez ce prix négocié, on va attaquer tout de suite sur le côté très désagréable des frais de reprise, parce que les frais de reprise vont malheureusement vite monter. Sur les projets, on est vite sur des budgets de 5, 8, voire 10 000 euros de frais de reprise. Donc, c'est important de les anticiper sur le plan de financement. Donc, dans ces frais de reprise, qu'est-ce qu'on aura? On aura les frais des accompagnements éventuellement l'expert comptable, les frais de diagnostic du diag fait par l'expert comptable, les frais d'accompagnement par un avocat, les frais de rédaction d'un nouveau bail commercial, les frais de rédaction d'un compromis. Donc ça, c'est tout un ensemble de documents et d'accompagnement qui peut avoir un coût, qui sont à chiffrer. Ensuite, quand vous reprenez un fonds commercial, il y a une taxe qui s'appelle les droits de mutation. Donc là, il faut aussi, avec le notaire, évaluer ces droits de mutation pour savoir à peu près combien ça va vous coûter. Ensuite, il y a les frais de création de votre propre structure juridique, hein, donc qui sont aussi à prévoir là-dessus. Et puis, il y a aussi un autre frais qui est important, on va en reparler sur l'aspect bancaire, c'est souvent quand vous allez faire des prêts bancaires, quand c'est des montants un petit peu importants, on va passer par une caution. Donc, ça veut dire qu'il y a un organisme qui va se porter un parti caution à votre place sur votre prêt bancaire, et souvent, on va passer par la BPI. Et quand on parle de caution BPI, à savoir que les frais des cautions BPI sont assez élevés, hein, donc à bien anticiper là-dessus. Donc, le prix du fonds de commerce et les frais liés à la reprise, ça c'est important, c'est des budgets importants. Ensuite, on va parler des investissements complémentaires. Vous rachetez l'existant, mais est-ce que c'est aux normes? Est-ce qu'il y a des frais de mise aux normes des locaux, des machines? Est-ce qu'on est sur des machines vieillissantes qu'il faut remplacer? Est-ce que par rapport à votre stratégie de développement, il manque de l'outillage, il faut acheter de l'outillage par rapport à votre développement? Et puis, il y a les frais de mise au goût aussi. Là, je pense plus au salon de coiffure, esthétique, boulangerie. C'est remettre aussi le commerce à votre goût au niveau des codes couleurs, de l'enseigne, tout ça. Il y a le stock aussi, hein, le budget au niveau du stock. Et puis, la trésorerie de démarrage. Voilà, c'est l'évaluation de la trésorerie qui va vous permettre de reprendre sereinement et sur le premier mois, voire le deuxième mois, de pouvoir payer toutes les charges de fonctionnement de l'entreprise et notamment les salariés quand il y a des salariés présents. Une fois qu'on a fait le total de tous ces besoins, va passer comment on finance ça. Donc, votre rapport personnel, hein, la première source de financement, c'est vous avec votre rapport perso. Ensuite, le côté emprunt bancaire. Donc là, qu'est-ce qu'on va demander au niveau des banques, au niveau du prêt bancaire. Et puis après, on va regarder un petit peu comment on va compléter le prêt bancaire avec des aides au financement. Donc, au niveau des aides au financement, vous avez la première source, au niveau des prêts à 0%, vous avez les prêts d'honneur qui sont proposés par des réseaux d'associations. Vous avez le réseau Initiative France qui va proposer un prêt d'honneur qui va venir compléter votre apport personnel. Là, l'objectif, c'est pour les entreprises où vous reprenez l'entreprise et vous, de 1, 2, 3 salariés, voire plus là-dessus.
Vous avez aussi une deuxième association qui est le Réseau Entreprendre, qui va accompagner là les repreneurs sur des projets plus ambitieux en termes de nombre de salariés et en création d'emplois. Donc là, vous avez deux associations, Initiative France et Réseau Entreprendre, qui accompagnent sur les prêts d'honneur. Donc là, c'est des prêts pour renforcer l'apport personnel. Ensuite, vous avez une deuxième famille de prêts 0% qui sont les prêts artisans et les prêts commerçants, qui sont des prêts proposés par les chambres consulaires. Donc, nous, on a le prêt artisan qui va être un prêt bancaire sans intérêt, qui vient en complément du prêt de la banque de votre choix. Donc, vous êtes libre de votre banque partenaire et on va venir compléter ce prêt-là avec un prêt à 0%. Les deux dispositifs prêt d'honneur et prêt artisan sont cumulables. Vous pouvez très bien demander les deux pour financer le projet. Donc ça va être les principales aides au financement qu'on va avoir là-dessus. Donc là, on a mentionné un point familial parce que pour certains porteurs de projets, effectivement, au niveau de l'apport perso, on va passer par de l'entourage familial. Donc ça, c'est une source aussi pour améliorer son apport perso, son entourage proche. Pour mémoire, lorsqu'on a un prêt de son entourage supérieur à 5 000 €, il y a des démarches à faire au niveau administration fiscale. Donc ça, on vous accompagne là-dessus pour vous alerter sur les démarches à faire le moment venu. Le crédit vendeur qui est mentionné là c'est un mécanisme de financement où en fait on va payer en 2 temps le prêt, le montant du fonds. Ça veut dire que vous allez payer une grosse partie du fonds au démarrage et on va vous accorder un délai de paiement. Ça veut dire qu'il y a peut-être 20% du fonds que vous paierez dans 1 an. Ce qu'on appelle le crédit vendeur, c'est le paiement en décalage d'une partie du fonds. Donc, voilà, on le voit rarement, mais on le voit sur certains projets de reprise, effectivement. Donc après, il y aura le compte de résultat, une fois qu'on a fait le plan de financement. Donc là, le compte de résultat, c'est généralement sur un projet de reprise. Pour présenter au banquier, on va vous demander 3 comptes de résultat pour simuler votre première année de reprise, la deuxième année et la troisième année. Donc là, c'est voir la rentabilité de votre projet sur une période qui est d'1 an. Donc là, généralement, comment ça va se passer? Vous allez travailler avec l'expert comptable. Nous, on peut aussi vous conseiller là-dessus sur les choses à penser, à mettre à jour et tout. Donc, on va partir souvent des comptes du cédant, puisqu'on part de quelque chose d'existant, et on va le personnaliser dans votre projet. C'est pour ça que tout ce qui est la stratégie commerciale, vos choix de développement, ce que vous avez pu relever, les points forts, les points faibles sur le diagnostic, on va les utiliser à ce moment-là pour pouvoir personnaliser ce prévisionnel par rapport à votre projet, vous projeter dans l'avenir et voir si le projet va être en mesure de pouvoir faire face. Donc l'entreprise, vous reprenez de payer ses charges, de payer ses salariés, de vous payer vous et de pouvoir rembourser aussi les prêts bancaires que vous avez mis en place. Pour ceux qui sont éventuellement au Pôle emploi, le gros conseil qu'on donne aussi, c'est de faire ces prévisionnels sans tenir compte des aides Pôle emploi pour vérifier que le projet est rentable par lui-même. Et si vous avez des aides Pôle emploi après, c'est du bonus et tant mieux. Donc là-dessus, il y a des choses sur lesquelles, quand on vous accompagne, on vous alerte sur les loyers, lorsque le cédant est propriétaire, sur la rémunération du chef d'entreprise. C'est des choses sur lesquelles on travaille avec vous au niveau de votre prévisionnel pour avoir le document le plus vrai, on va dire, le plus opportun pour vous et pouvoir le présenter devant la banque correctement. Ensuite, le troisième tableau, ça va être le prévisionnel financier. Alors là, le prévisionnel financier, c'est un document qui est pas obligatoire, qui va avoir beaucoup de sens pour vous aider. Le plan de trésorerie, pardon. Pas le prévisionnel financier, le plan de trésorerie. Oui, le plan de trésorerie pour tout ce qui est les décalages de paiement. Ça veut dire que je reprends une entreprise, mais on travaille avec des professionnels qui payent à 60 jours. C'est-à-dire, je fais le job et je suis payé dans 60 jours. N'empêche que mes fournisseurs, ils veulent peut-être être payés tout de suite. Mes salariés, il faut les payer tout de suite. Donc, le plan de trésorerie va simuler en fait votre compte bancaire et vous permettre d'anticiper tous ces phénomènes de décalage de trésorerie en fonction des différents délais de paiement fournisseurs, clients, pour voir si effectivement votre future trésorerie est viable ou s'il faut mettre en place des solutions avec votre banque partenaire.
Le plan de trésorerie va servir aussi à appréhender un deuxième phénomène, qui sont les phénomènes saisonniers. Lorsqu'on est sur des entreprises qui ont des phénomènes saisonniers, il y a des périodes de gros achats, des périodes de grosses ventes. Voilà, ça joue énormément sur la trésorerie, donc on va prévoir ça aussi à travers ce document-là. Donc voilà, donc votre prévisionnel financier, l'idée c'est repartir du cédant et de le personnaliser sur votre projet. Pour revenir juste sur le compte de résultat prévisionnel, ce que constatent les banques, c'est généralement la première année du repreneur, il y a une perte d'activité de 10% qui sont liées un petit peu à la nouveauté là-dessus. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille avec vous là-dessus. Ensuite, en parallèle de ce prévisionnel financier, il y a le choix de la forme juridique. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a plein de formes juridiques qui existent en entreprise individuelle, le IRL, la SASU, la SARL, la SAS. Il n'y a pas de forme idéale, ça va dépendre vraiment de vos projets, ce que vous faites, d'où l'importance d'être accompagné, de croiser les avis des différents conseillers, que ce soit chambre consulaire, que ce soit expert comptable, avocat, pour qu'on vous dise les avantages et inconvénients de chacune et trouver celle qui est la plus adaptée à vous, à votre projet. Là-dessus, donc il y a différents critères. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous reprenez avec des associés? Ça, c'est un des critères. Un autre critère, c'est la protection du patrimoine personnel. Si vous partez sur une entreprise individuelle, par exemple, il faut savoir que c'est une personne physique où il y a confusion du patrimoine, ça veut dire que votre patrimoine personnel est engagé également dans le projet professionnel. Si vous créez une société, une SARL ou une SAS, il y a une séparation au niveau du patrimoine. Donc, c'est une autre des données. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme critères? Après, ça va être des critères aussi, tout ce qui est protection sociale du dirigeant et de la manière dont il est taxé. Donc, est-ce que vous êtes plutôt sur une forme juridique où vous allez relever des indépendants, voilà, et où est-ce que vous êtes plutôt d'une forme juridique où vous allez relever des assimilés salariés? Quelles sont les incidences sur votre protection salariée, de la manière dont vous va taxer vos revenus. Donc, c'est des choses sur lesquelles on vous accompagne, on vous réexplique. En gros, pour faire très synthétique, au niveau des indépendants, vous êtes moins taxé sur votre rémunération de dirigeant, par contre, vous êtes plus taxé sur vos prises de dividendes. Sur les formes, vous êtes assimilé salarié, vous êtes plus taxé sur votre rémunération de dirigeant, mais vous êtes moins taxé sur vos dividendes. Donc, c'est des choses qu'on vous réexplique, tous les impacts, pour vous guider à choisir la forme la plus adaptée à votre projet personnel. Voilà. Il y a aussi les impacts fiscaux qu'on n'aborde pas là, impôt sur revenu, impôt sur les sociétés, sur lesquels on vous réexplique tout ça à travers nos formations ou les accompagnements individuels. Donc après, une fois qu'on a fait son prévisionnel, on a choisi sa forme juridique, on va rentrer un petit peu dans les dernières grandes étapes du projet. Donc Jean-Daniel, je te laisse présenter les dernières étapes. Tout à fait, donc ça s'appelle la négociation au démarrage de l'activité. C'est une fois évidemment que l'on a négocié, qu'on est d'accord du coup sur le prix et qu'on a validé évidemment que le prévisionnel nous permettait, comme on l'a expliqué tout à l'heure Alexandre, de vérifier, de valider que le prévisionnel nous permet de rentabiliser et de rembourser la banque par rapport à ce qu'on a emprunté pour pouvoir racheter le fonds de commerce ou les parts sociales. De manière générale, les étapes sont toujours les suivantes. Une fois qu'on a négocié, on va signer un compromis. La signature du compromis, elle engage principalement le cédant, d'accord, puisqu'il y a toujours une clause suspensive dans le compromis qui dit que le repreneur devra racheter uniquement s'il obtient l'emprunt bancaire. La signature du compromis, c'est un acte qui est indispensable pour rechercher les financements. Pourquoi c'est un acte qui est indispensable pour rechercher les financements? Parce que de manière générale, les banquiers ne travailleront pas sur le projet du repreneur tant qu'on n'aura pas validé, tant qu'on n'aura pas qu'ils n'auront pas vérifié qu'il y a la signature d'un compromis qui leur permet de s'assurer en gros que l'entreprise du cédant est réservée
aux repreneurs en question. C'est pour leur permettre de travailler sur des projets qui sont déjà bien ficelés et être sûr qu'ils travaillent alors que le commerce ou que l'entreprise est réservée aux repreneurs. Une fois qu'on a signé ce compromis, on va rechercher du coup les financements. Et c'est à partir du moment où on a récupéré les financements, c'est-à-dire qu'on a eu l'accord de la banque pour financer l'entreprise, qu'il va y avoir la signature de l'acte définitif. C'est-à-dire, pour faire simple, le compromis est validé. Et du coup, on passe du compromis qui avait une clause suspensive de l'emprunt bancaire à la signature de l'acte de vente qui fait que la société ou le fonds de commerce n'appartiennent plus aux cédants, mais appartiennent réellement au repreneur qui vient de conclure l'affaire. On vous conseillera toujours, d'autant plus encore plus dans la reprise que dans la création, de bien vous faire accompagner dans ces étapes qui sont importantes par des professionnels qui sont des avocats principalement d'affaires ou des notaires qui vous permettront de bien vous aiguiller et de préserver vos intérêts de repreneur, c'est-à-dire vous mettre en avant les éléments auxquels il faut faire très attention dans le cadre de votre reprise, dans le cadre de la signature de ces différents documents. À partir du moment où l'entreprise m'appartient, parce que j'ai racheté l'entreprise et que j'ai signé l'acte de vente définitif, il va y avoir l'immatriculation auprès du centre de formalité des entreprises. À quoi correspond le centre de formalité des entreprises? C'est en quelque sorte un guichet unique qui va récupérer votre dossier d'immatriculation et qui va le dispatcher auprès de l'ensemble des organismes qui sont censés savoir que vous allez vous immatriculer. Donc, il récupère votre dossier d'immatriculation avec les demandes d'autorisation et les demandes d'ACRE pour les personnes qui sont éligibles à l'ACRE. Il récupère tout le dossier, il vous immatricule, d'accord, et après il dispatche votre dossier auprès de l'ensemble des organismes tels que les caisses maladie et vieillesse, tels que l'INSEE, les services fiscaux, le greffe du tribunal de commerce, l'URSSAF et la Directe, auprès de l'ensemble des organismes qui vont être directement informés que vous vous immatriculez et en gros que vous allez commencer à travailler dans votre entreprise, que vous allez commencer le travail une fois que l'entreprise a été rachetée. Voilà pour les principales étapes sur lesquelles on voulait insister. Je vais terminer le diaporama parce qu'on a déjà un peu dépassé le timing avec les formations et les accompagnements à la Chambre de métier et de l'artisanat. De manière générale, on a deux types de formations. Donc, on a les formations un peu collectives et on a les accompagnements individuels. On va parler de 3 accompagnements individuels aujourd'hui qui permettent qui sont la majorité de notre travail avec Alexandre. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement lancer son projet. C'est qu'on a 10 heures de financement, on peut vous accompagner, on est financé pendant 10 heures pour vous accompagner et structurer votre projet. Le but du jeu, c'est de vous aider à faire votre business plan, de vous aider à faire votre étude de marché, l'adéquation de projet, de vous aider à faire votre prévisionnel financier, de telle manière que l'on puisse présenter votre projet à la banque et qu'on puisse s'assurer de récupérer l'emprunt bancaire et de lancer son projet de reprise d'entreprise. C'est un accompagnement qui est financé en partie par la région, en partie par les chambres régionales et en partie par l'Europe, d'accord, et qui s'appelle Lancer son projet. On a ensuite des prêts à taux zéro. Donc ça, c'est un partenariat dont Alexandre est un des responsables qui correspond à un partenariat avec les chambres régionales de métiers, avec la région et la Banque populaire des Alpes et qui nous permet de proposer des prêts à taux zéro avec la Banque populaire en complément d'un emprunt bancaire, sachant que ce prêt à taux zéro peut aller jusqu'à 20 000 euros, me semble-t-il, si Alexandre peut confirmer, je crois que c'est ça. C'est ça, hein, c'est jusqu'à 20 000 euros pour 80 000 euros de prêts bancaires. Et je réinsiste sur le fait que ce n'est pas réservé aux clients de banque populaire. On fait des prêts artisans auprès des autres aussi réseaux bancaires. Hein. On a déjà financé des caisses d'épargne, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, BNP. Hein. Donc, peu importe votre banque partenaire, vous pouvez nous solliciter sur ce dispositif. Ouais. Merci Alexandre. Voilà pour le prêt à taux zéro. Et puis ensuite, il faut savoir qu'on a aussi un suivi des entreprises immatriculées de moins de 24 mois. C'est-à-dire que de manière générale, quand on suit des entreprises, notamment par le biais de Je lance mon projet, par le biais des prêts à taux zéro avec la Banque populaire, on a cette possibilité de continuer à suivre les entreprises qui ont moins de 24 mois sur 3 demi-journées qui sont une nouvelle fois financées notamment par l'Europe et la région. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez dans l'accompagnement individuel de manière générale,
c'est qu'on a des financements pour pouvoir vous épauler, pour pouvoir vous aider, et que généralement, on peut, de manière gratuite, parce que c'est financé par des partenaires, vous aider de manière globale sur votre projet en amont de la reprise d'entreprise, mais aussi après, quand vous démarrez à travailler, pour vous aider à développer, pour vous aider dans la gestion et pour vous aider à développer votre activité. Voilà pour les accompagnements. Sachez aussi qu'on a des formations collectives. Concernant les formations en présentiel, je vais passer rapidement parce qu'actuellement on ne les fait pas, mais on espère bien les faire à partir de début 2021, une fois la crise passée. Ces formations en présentiel, on a des modules thématiques comme études de marché, forme juridique, prévisionnelle, qui sont à 140 € la journée, sur lesquels on peut vous aider. L'avantage des formations en présentiel sur lesquelles on peut insister, c'est que la dynamique de groupe et le fait que vous soyez nombreux permet généralement d'échanger, et c'est très très intéressant, très constructif, et ça permet généralement d'aborder différents projets de manière assez intéressante. Actuellement, et aussi compte tenu de la crise Covid, mais de manière générale, ça va perdurer, on a des packs spécifiques en ligne qui permettent d'être formés directement en ligne. L'avantage, c'est que ça s'adapte complètement du coup à vos horaires, à vos disponibilités. On a 2 grands types de packs aujourd'hui qu'on appelle pack micro-entreprise pour les micro-entrepreneurs et pack les essentiels pour les autres structures juridiques, qui permettent de faire un point de manière globale sur les formes juridiques, sur le côté commercial et sur le côté gestion d'entreprise. L'avantage de ces packs, c'est qu'ils sont en ligne, qu'ils s'adaptent à votre situation, mais c'est aussi qu'à la fin de ces packs, vous avez un entretien avec un conseiller, ça peut être Alexandre, ça peut être moi, généralement sur la reprise, ce sera nous deux, pour faire un point sur votre projet, pour voir ce que vous avez compris, pour discuter avec vous du pack et pour faire un point de manière générale sur votre projet de reprise d'entreprise. Donc voilà pour les formations en ligne, voilà pour l'accompagnement. J'ai terminé, je ne sais pas si Alexandre, tu voulais compléter des choses. Non, voilà, ouais. Donc, faut pas hésiter effectivement à nous solliciter sur l'accompagnement. Vous allez vous enrichir de l'expérience de vos différents conseillers, hein, par rapport au projet qu'on a pu déjà accompagner, que votre expert comptable a pu accompagner, que votre banquier a pu accompagner, que votre avocat éventuellement a pu accompagner. Et du coup, c'est en croisant un petit peu tout- toutes ces visions, toutes ces expériences que vous allez vous enrichir et mettre toutes les chances pour la réussite de votre projet. Merci pour l'intervention. Du coup, voilà, nous, on a terminé. Je pense qu'on a abordé les différentes étapes qu'on voulait aborder, les différentes formations à la Chambre de métier, si vous en avez besoin. Sachez déjà qu'on reste complètement disponible avec Alexandre sur Vienne ou moi sur Grenoble pour vous aider, pour vous recevoir individuellement éventuellement. On vous a mis exprès nos lignes directes et nos adresses mail pour qu'on soit facilement joignable. Donc n'hésitez pas, hein, c'est le but du jeu. Derrière, on est désolé d'avoir un peu dépassé le timing. On reste, nous, disponibles pour répondre à vos questions. Étant donné que vous êtes un peu nombreux, ce que je peux vous inviter à faire, si vous le voulez bien et que vous avez des questions, c'est de lever la main, et comme ça on pourra dispatcher plus facilement avec Alexandre les questions, essayer d'y répondre au mieux possible. Vous avez une petite main dans votre menu déroulant normalement. Si vous la montez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Montez-la, on vous répondra avec plaisir à vos différentes questions. Juste avant de démarrer les réponses, donc comme je vous disais au début, vous allez recevoir un questionnaire satisfaction, hein, pour recevoir les liens vers les diapositives, l'enregistrement, voilà, de cette présentation. Donc, on va vous envoyer les liens. Comme certains se sont connectés peut-être avec des pseudos ce soir, si vous ne recevez pas le lien d'ici fin de journée, n'hésitez pas à nous renvoyer sur nos mails perso, comme quoi vous n'avez pas reçu le questionnaire satisfaction pour qu'on vous le fasse suivre. Voilà. Donc maintenant, bah, si vous avez des questions, on est dispo. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a été clair dans notre présentation?
Bon, on a une personne qui nous répond qu'on a été clair, merci. Pas d'autres questions, est-ce que ou des réflexions ou des remarques, n'hésitez pas en tout cas. J'ai mon fils dans les bras, très clair, merci. Je vous recontacterai, j'en ai avec plaisir, sans souci. Et bon courage du coup. Alors, du coup, on avait une main mais qui est partie. Est-ce qu'il y a du coup quelqu'un qui avait une question? Non. Non, bah, s'il y a des questions, coupez, n'hésitez pas à reprendre votre micro ou des réflexions, n'hésitez pas, on reste disponible, hein. Encore 2-3 minutes, ce sera avec plaisir. S'il n'y a pas de questions, on ne va pas vous Voilà, on va bloquer pas plus vous longtemps. retenir plus, hein. Donc, bah voilà, voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas tout de suite. Sinon, bah, on reste disponible tous les deux. Vous avez nos coordonnées directes pour nous joindre et qu'on puisse échanger dans les prochaines semaines sur votre projet avec plaisir. Quels sont les taux? Alors, c'est sur les aides au financement, je pense, sur les deux associations. Donc, sur les prêts d'honneur, hein, donc les deux réseaux, c'est Initiative France et le réseau Entreprendre. Donc, Initiative France, ils sont composés d'une multitude d'associations. Donc, Initiative Nord-Isère, Initiative Isère-Vallée du Rhône, Gaïa, tout ça. Donc, vous ne prenez pas la tête, vous allez sur le site Initiative France. Il y a une carte, vous renseignez la commune où se situe l'entreprise que vous souhaitez reprendre et ça va vous donner les coordonnées directes de l'association qui intervient sur ce territoire. Pour le réseau Entreprendre, c'est le réseau Entreprendre Isère qui va intervenir sur l'ensemble du territoire. Donc là, c'est pour les projets avec 3 à 4 créations salariées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Alexandre pour l'intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions liées à vos projets éventuellement de reprise? Non. Bon, beaucoup de remerciements, mais pas de questions pour le moment. Bon, n'hésitez pas à nous recontacter voilà, sur nos boîtes perso. Je sais qu'il y en a pas mal qu'on avait déjà en contact. Donc, on est toujours là pour vous accompagner hein, sur le projet actuel, sur nouveaux projets. Hein. Pas de souci. Ce sera avec grand plaisir de manière générale. Voilà, vous avez nos coordonnées professionnelles mais directes, donc n'hésitez pas. Merci Alexandre pour la Merci à toi, co-animation. Jean-Daniel, également. Et puis, écoutez, à très bientôt. Il y a une question peut-être sur un contrôle technique. Viendront après lecture. Alors, les contrôles techniques, oui, c'est des entreprises artisanales. Alors, actuellement, on n'en a pas sur la base Transentreprise du Nord-Isère. Il n'y a pas de. Moi, sur le Nord-Isère, je n'ai pas de fonds en contrôle technique. Je ne sais pas si Non tu en plus, as, toi, Jean-Daniel. non plus, non, on n'en a pas actuellement. Voilà. Après, ça nous arrive régulièrement de faire de l'accompagnement sur des reprises de contrôle technique, effectivement. Hein, on en a vu passer. Moi, j'ai financé il n'y a pas longtemps sur un prêt artisan une reprise. Donc, effectivement, on peut vous accompagner sur les contrôles techniques. Ça reste une entreprise artisanale, donc c'est complètement notre domaine d'intervention avec Alexandre. Bon, merci encore à tous et puis au plaisir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à vous et bonne soirée aussi. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.
Félicitations à tous les deux. Merci. Super pédagogie, super bien. Franchement, avec ça,